À la fête de fiançailles de ma sœur, ma fille innocente de 10 ans a accidentellement renversé du punch rouge sur sa robe. Ma sœur a craqué et l'a giflé si fort qu'elle est tombée par terre en pleurant devant 230 invités. Avant que je puisse réagir, mes parents ont fait quelque chose d'encore pire. Mais je les ai avertis qu'ils le regretteraient. Et juste 10 minutes plus tard, j'ai reçu un appel de mon père, sa voix tremblant parce que... Voici ce qu'il en est avec la famille. Vous pensez les connaître. Vous pensez qu'il y a une limite qu'ils ne franchiraient jamais. Mais je suis resté là à regarder ma propre sœur, Mélissa, gifler ma fille de 10 ans au visage. Un son unique et horrible qui a résonné dans le country club opulent et a brisé toute illusion de famille que je pouvais encore avoir. À ce moment-là, tout a changé. Vous savez, la vie pour moi et mon incroyable Émilie n'a pas vraiment été un conte de fées. Il y a 7 ans, quand Émilie avait à peine 3 ans, son père, Daniel, est juste parti. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être parent. Comme ça, disparu. Alors, il n'y a que moi, Rachel Williams, 34 ans, mère célibataire, institutrice, qui essaie de comprendre comment être à la fois maman et papa tout en jonglant avec les plans de cours et les rencontres parents-professeurs. Chaque jour est un exercice d'équilibre délicat, étirant mon modeste salaire pour donner à Émilie tout ce dont elle a besoin. Mais malgré tout cela, nous avons construit cette belle vie ensemble. Notre petit appartement de 2 pièces est devenu notre sanctuaire, rempli des œuvres d'art colorées d'Émilie et des photos de nos aventures. Nous avions nos traditions, les dimanches matins avec des crêpes, les soirées cinéma mensuelles avec du pop-corn fait maison, les pique-niques d'été au parc. Notre lien n'a fait que se renforcer chaque année. Ma sœur Mélissa, elle, vivait dans une réalité complètement différente. De 2 ans ma cadette, elle a toujours été l'enfant chéri de nos parents. J'ai reçu des cadeaux pratiques et des leçons sur la responsabilité. Mélissa a reçu des vêtements de créateur et des éloges sans fin pour son ambition. Quand j'ai lutté, travaillant à temps partiel pour payer mes études universitaires, nos parents ont entièrement financé l'éducation universitaire privée d'élite de Mélissa sans même y réfléchir. Après l'obtention de son diplôme, elle a décroché un prestigieux emploi en marketing grâce aux relations de mon père, et sa carrière a tout simplement monté en flèche. Chaque réunion de famille est devenue une compétition tacite, la promotion de Mélissa contre ma carrière d'enseignante stable et modeste, son appartement de luxe contre ma location confortable, ses vacances exotiques contre nos excursions de fin de semaine à la plage. Mes parents n'ont jamais dit explicitement qu'ils étaient déçus de mes choix, mais leur fierté rayonnante dans les réalisations de Mélissa en disait long. Puis James Sullivan est entré en scène. Fils d'un éminent propriétaire d'entreprise locale. Il était tout ce que mes parents valorisaient, la richesse, le statut social, l'ambition. Quand Mélissa a annoncé leur relation, ils étaient ravis. Les dimanches sont devenus des forums pour discuter du dernier succès commercial de James ou des relations de sa famille. Les réussites scolaires d'Émilie ou les progrès de mes élèves ont à peine mérité plus qu'un signe de tête polie. Ta sœur sait vraiment comment choisir le bon partenaire, a commenté ma mère une fois, en m'aidant à faire la vaisselle. James a tellement de potentiel. C'est dommage que ça n'ait pas marché avec Daniel, mais peut-être que la prochaine fois, tu choisiras quelqu'un avec plus de stabilité. Les mots m'ont blessé, comme si mon mariage raté était un choix que j'avais fait, et non un abandon douloureux. Malgré tout cela, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé de maintenir une relation avec Mélissa. Émilie méritait de connaître sa tante et ses grands-parents, quelles que soient nos différences. J'ai accepté les pics subtils, Émilie semble tellement attachée à toi. Tu ne crains pas qu'elle ne soit pas assez indépendante ? Mes vêtements d'enseignante, oh, ceux-là sont pratiques, n'est-ce pas? Mon style de vie, as-tu envisagé un emploi à temps partiel, Rachel? Les mères célibataires doivent penser tôt au fond pour les études universitaires. Alors, quand Mélissa a appelé il y a 6 mois pour annoncer ses fiançailles, je l'ai sincèrement félicitée. J'ai ressenti une lueur d'espoir que ce nouveau chapitre puisse adoucir certaines de ses aspérités. Et quand elle nous a invités à la fête, une véritable lueur que peut-être, juste peut-être, nos relations familiales s'amélioreraient. C'est un événement très exclusif, Rachel a souligné Mélissa au téléphone. La famille de James a invité plusieurs associés importants. Émilie devra être sur son meilleur comportement. Bien sûr, lui ai-je assuré, ignorant l'implication que ma fille se comportait généralement mal. Émilie est ravie de célébrer avec sa tante. Les semaines précédant la fête ont été un tourbillon. L'argent était rare, mais j'ai craqué pour une robe de cocktail bleu marine sur un rayon de grand magasin.
Rien de comparable aux tenues de créateur de Mélissa, mais assez élégant. Pour Émilie, j'ai trouvé une belle robe appropriée à son âge, avec de délicates fleurs brodées. Nous avons pratiqué les bonnes manières à table. Nous avons discuté des sujets de conversation appropriés pour les événements chics. Souviens-toi, chérie, c'est un jour très important pour tante Mélissa, ai-je expliqué, en brossant les cheveux d'Émilie le matin de la fête. Il y aura beaucoup d'adultes qui parleront de choses d'adultes. Alors, si tu t'ennuies, reste près de moi, d'accord? Émilie a hoché la tête sérieusement, ses yeux bleus, si semblables à ceux de son père, grands ouverts de détermination. Je serai super sage, maman. Je ne vous gênerai ni toi ni tante Mélissa. Tu ne pourrais jamais me gêner, lui ai-je assuré, en embrassant le sommet de sa tête. Sois juste ta merveilleuse personne. Alors que nous conduisions au country club exclusif, Émilie a bavardé avec enthousiasme à propos de voir ses grands-parents et de la fête de princesse que sa tante organisait. Je me suis surprise à sourire à son enthousiasme tout en réprimant ma propre anxiété. Peut-être qu'aujourd'hui serait différent. Peut-être que le bonheur de Mélissa créerait enfin de l'espace pour une connexion authentique. Tu penses que l'oncle James dansera avec moi au mariage, a demandé Émilie, en lissant sa robe pour la 20e fois. Je suis sûr qu'il adorerait, ai-je répondu, choisissant l'optimisme par rapport à la réalité que James avait à peine prononcé 10 mots à Émilie en 2 ans. Le vaste country club est apparu en vue. Des voitures de luxe remplissaient le stationnement, des Mercedes, des BMW, même quelques Bentley. Ma Honda de 10 ans détonnait lamentablement. Waouh, a murmuré Émilie, en pressant son visage contre la fenêtre. On dirait un château. Je me suis garé dans l'une des rares places restantes, vérifiant mon apparence une dernière fois. Prête pour une aventure, ai-je demandé, forçant l'éclat dans ma voix. Elle a hoché la tête avec empressement. Prête. Si seulement j'avais su ce qui nous attendait à l'intérieur de ces portes élégantes, j'aurais peut-être fait demi-tour sur le champ. Mais le recul offre une clarté que l'espoir obscurcit souvent. À ce moment-là, tout ce que je voulais était une belle journée à célébrer le bonheur de ma sœur. Le country club exhalait le luxe de chaque surface polie, des lustres en cristal, des planchers de marbre, des fenêtres du sol au plafond donnant sur des jardins manucurés. Des compositions de roses blanches et d'orchidées ornaient chaque table. C'est comme un conte de fées, a murmuré Émilie, serrant ma main fermement. Rachel, tu es arrivée. La voix de Mélissa ne portait aucune de la chaleur à laquelle on pourrait s'attendre en saluant sa famille. Elle s'est approchée, vêtue d'une superbe robe de créateur blanche qui coûtait probablement plus de 3 mois de mon salaire. Sa bague de fiançailles en diamant captait la lumière à chaque mouvement gracieux. Tu as 15 minutes de retard. La circulation était plus dense que prévu, ai-je expliqué, en me penchant pour embrasser sa joue. Félicitations, Mélissa. Tout est magnifique. Mélissa a accepté le baiser avec raideur, ses yeux scrutant déjà ma tenue. Cette robe est intéressante. Bleu marine pour des fiançailles printanières. Avant que je puisse répondre, Émilie s'est avancée avec le petit sac cadeau que nous avions apporté. Joyeuses fiançailles, tante Mélissa. Nous vous avons apporté un cadeau. Mélissa a jeté un coup d'œil vers le bas comme si elle venait de remarquer ma fille. Merci, Émilie. Dépose-le sur la table des cadeaux avec les autres. Elle a fait un geste vague vers une table éloignée déjà remplie de paquets élégamment emballés. Tes grands-parents sont quelque part dans le coin. Les parents de James sont impatients de rencontrer tout le monde, alors essayez de faire bonne impression. Sur ce, elle s'est tournée pour saluer un autre invité qui arrivait, nous ignorant complètement. Le sourire d'Émilie a légèrement vacillé, mais elle s'est rapidement reprise. Devrions-nous trouver mamie et papy? Excellente idée, ai-je acquiescé, la guidant à travers la foule, naviguant prudemment autour des serveurs transportant des plateaux de champagne et de hors-d'œuvre. Nous avons trouvé mes parents près du bar, mon père dans un nouveau costume coûteux, ma mère dans une tenue de créateur que j'avais reconnue dans un magazine. Leurs visages se sont illuminés momentanément jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'était nous qui approchions plutôt que quelqu'un du cercle social de James. Rachel, te voilà, a dit ma mère, me donnant une accolade rapide et superficielle avant de tourner toute son attention vers Émilie. Mon Dieu, regarde comme tu grandis vite. Manges-tu assez de légumes? Tu as l'air un peu pâle. Bonjour, mamie. Bonjour, papy, a répondu Émilie poliment. Ta robe de fête est vraiment jolie. Merci, ma chérie. C'est Valentino, a souligné ma mère, puis s'est retournée vers moi. Rachel, tu devrais te mêler aux autres.
Le père de James est le PDG de Sullivan Development. Ils construisent pratiquement la moitié de la ville maintenant. Ça ne ferait pas de mal que tu te fasses des relations. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation. L'éducation, c'est très bien, mais avec ta situation, tu devrais penser à des opportunités plus lucratives. Ma situation, ai-je demandé en haussant un sourcil. Être une mère célibataire, a-t-il clarifié comme s'il expliquait quelque chose de simple à un enfant. Les salaires d'enseignants ne sont pas exactement conçus pour les seuls soutiens de famille. J'ai ressenti la piqûre familière de leur désapprobation, mais j'ai réussi à afficher un sourire crispé. Émilie et moi allons très bien. Merci de votre inquiétude. Bien sûr que oui, a dit ma mère d'un ton désinvolte. Oh, regarde. Il y a la femme du sénateur Wilson. Nous devrions aller la saluer. Sans attendre de réponse, mes parents se sont éloignés en glissant, laissant Émilie et moi debout seuls une fois de plus. Tu as faim, chérie, ai-je demandé à Émilie, apercevant une table avec des collations pour enfants. Elle a hoché la tête, et nous nous sommes dirigés vers la nourriture. En chemin, une femme d'âge moyen vêtue d'un tailleur pantalon sobre mais élégant nous a souri chaleureusement. Quelle charmante fille vous avez, a-t-elle commenté. Ces belles boucles sont naturelles, j'imagine. Merci. Oui, elles le sont, ai-je répondu, surprise par la gentillesse sincère dans sa voix. Je suis Catherine Foster, la tante de James, s'est-elle présentée. Rachel Williams, ai-je confirmé. Et voici ma fille, Emily. Enchantée de vous rencontrer toutes les deux. C'est rafraîchissant de voir une jeune fille à l'un de ces événements guindés. Elle a fait un clin d'œil à Emily, qui a souri en retour. Les fraises enrobées de chocolat sont particulièrement bonnes, a-t-elle murmuré en se penchant vers nous alors que Catherine s'éloignait. Emily a levé les yeux vers moi. Je l'aime bien, maman. Moi aussi, chérie, ai-je acquiescé, reconnaissante de ce bref moment de chaleur dans un accueil autrement glacial. Notre répit a été de courte durée. Alors que nous dégustions la table élaborée, j'ai remarqué les parents de James nous observer de l'autre côté de la pièce. Contrairement à l'attitude amicale de Catherine, leurs expressions traduisaient un examen clair et, semblait-il, de la désapprobation. La mère de James a chuchoté quelque chose à son mari, leurs yeux ne nous quittant jamais. Melissa n'a certainement pas mentionné que l'enfant serait là, ai-je entendu une femme à proximité murmurer à sa compagne. À un événement aussi exclusif. J'ai doucement éloigné Émilie du buffet, déterminée à la protéger des courants de jugement qui traversaient la pièce. Nous avons trouvé un coin relativement tranquille où Émilie pouvait manger sa petite assiette de friandises pendant que je sirotais de l'eau pétillante, ayant décidé que l'alcool ne ferait que compliquer une situation déjà tendue. La partie officielle de la célébration a commencé 1 heure plus tard. Melissa et James se tenaient à l'avant de la pièce pendant que le père de James portait un toast. Il a parlé avec enthousiasme des réalisations de James, de la façon dont Melissa s'intégrait parfaitement à leur famille et de l'avenir brillant qui les attendait. Il n'a pas mentionné une seule fois la famille de Melissa, malgré le fait que mes parents se tenaient fièrement à l'avant. Lorsque le toast s'est terminé par des applaudissements enthousiastes, Melissa a pris le microphone. Merci à tous d'être venus célébrer notre journée spéciale, a-t-elle dit avec effusion, sa voix portant le ton poli qu'elle réservait aux occasions importantes. James et moi sommes tellement chanceux d'être entourés de personnes aussi merveilleuses qui ont façonné nos vies. Elle a ensuite remercié les parents de James pour leurs conseils, ses collègues pour leur soutien, et enfin nos parents pour l'avoir toujours poussé à viser plus haut. Tout au long de son discours, ses yeux ne se sont jamais une seule fois égarés vers le coin où Émilie et moi étions debout à regarder. Alors que les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne pour un autre toast, Émilie a tiré sur ma manche. « Maman, puis-je avoir encore du punch, s'il te plaît » a-t-elle murmuré, notant son verre vide. « Bien sûr, ai-je répondu. Allons trouver la table des boissons. » Nous nous sommes frayés un chemin prudemment à travers la foule. Émilie marchait lentement, consciente de devoir se déplacer entre les groupes d'adultes. Je l'ai regardée avec fierté. Bien qu'elle soit la seule enfant à un événement pour adultes, elle se comportait avec un aplomb remarquable. Le bol à punch se trouvait sur une table drapée de lin blanc, entourée de verres en cristal. J'ai aidé Émilie à remplir un verre avec le liquide rouge vif, la mettant en garde de faire attention. Demain, d'accord ? Il y a beaucoup de monde ici. Oui, maman, a-t-elle promis, se concentrant intensément sur le verre plein. Alors que nous nous retournions pour retourner à notre coin, un grand homme, gesticulant avec animation en racontant une histoire, a reculé sans regarder.
Son coude a heurté l'épaule d'Émilie, la déséquilibrant. Ce qui s'est passé ensuite a semblé se dérouler au ralenti, mais trop vite pour que je puisse l'empêcher. La collision était subtile, juste un choc en réalité, mais suffisant pour envoyer des ondulations à travers le punch rouge dans le verre soigneusement tenu par Émilie. Alors qu'elle trébuchait de côté, le liquide cramoisi a débordé du rebord, créant un arc dans l'air avant d'atterrir avec une précision surprenante sur le tissu blanc de la robe de créateur de Mélissa. Le motif d'éclaboussure s'est épanoui comme une fleur macabre sur le milieu du corps de ma sœur, des gouttelettes s'étendant vers l'extérieur en une pulvérisation. Pendant un moment figé, toute la pièce est tombée dans le silence. La musique de fond soudainement trop forte en l'absence de conversation. Émilie a retrouvé son équilibre et a levé les yeux, son expression passant de la confusion à l'horreur alors qu'elle enregistrait ce qui s'était passé. L'homme qui l'avait bousculé était déjà passé à autre chose, ignorant la réaction en chaîne qu'il avait déclenchée. « Je suis tellement désolé, tante Mélissa, a haleté Émilie, sa voix petite mais distincte dans le calme anormal. C'était un accident. Mélissa a baissé les yeux sur sa robe ruinée. Son visage parfaitement maquillé a traversé des émotions comme une roue chromatique qui tourne rapidement, le choc, l'incrédulité, puis se fixant sur la fureur pure. Ses yeux, si semblables aux miens en couleur mais sans aucune de la chaleur, se sont fixés sur Émilie avec une intensité qui a fait reculer ma fille. Espèce de petite peste. Les mots ont explosé de Mélissa, sa voix méconnaissable de rage. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Avant que je puisse m'avancer, avant que je puisse me placer entre ma sœur et mon enfant, la main de Mélissa a fendu l'air. Le claquement de sa paume contre la joue d'Émilie a résonné comme un coup de feu dans une pièce silencieuse. La force a fait reculer ma fille de 10 ans, son petit corps perdant l'équilibre et s'effondrant sur le sol alors que son verre maintenant vide roulait sur le marbre poli. Le temps a semblé se fracturer à ce moment-là. Je suis resté immobilisé par l'incrédulité, mon cerveau refusant de traiter ce que mes yeux venaient de voir. Ma sœur, ma propre chair et mon propre sang, avaient frappé mon enfant avec suffisamment de force pour la faire tomber. La marque rouge qui fleurissait sur la joue pâle d'Émilie correspondait à la tache sur la robe de Mélissa avec une symétrie horrible. Émilie s'est recroquevillée sur elle-même sur le sol, une main appuyée contre son visage, des larmes coulant silencieusement sur ses joues alors qu'elle regardait sa tante avec confusion et peur. Le regard dans les yeux de ma fille, la trahison, la douleur, l'incompréhension, a finalement percé ma paralysie. Je me suis précipité en avant, tombant à genoux à côté d'Émilie, rassemblant son corps tremblant contre le mien. « Ça va? Laisse-moi voir, chérie. » J'ai doucement écarté sa main, révélant le contour des doigts déjà visibles sur sa peau. Autour de nous, la pièce avait éclaté dans le chaos. Plusieurs invités ont haleté audiblement. Une femme plus âgée à proximité a murmuré « Oh mon Dieu » à plusieurs reprises. 2 jeunes hommes à l'arrière avaient leur téléphone levé, enregistrant sans aucun doute le drame qui se déroulait. James se tenait figé près de ses parents, son expression oscillant entre l'embarras et le choc. « Regarde ce qu'elle a fait à ma robe. » Mélissa nous dominait, gesticulant sauvagement vers la tache rouge. Sa voix était montée jusqu'à un presque hurlement. « C'est une Vera Wang. C'est fait sur mesure. C'est ruiné. C'est une enfant. » C'était un accident, ai-je répondu, ma voix basse et dangereuse alors que j'aidais Émilie à se relever. Un accident. Elle court partout depuis ce soir comme si c'était un terrain de jeu. C'est exactement pourquoi les enfants n'ont pas leur place dans les événements pour adultes. James s'est finalement avancé, posant une main hésitante sur le bras de Mélissa. Mel, peut-être devrions-nous. N'ose pas prendre leur parti. Mélissa s'est dégagée brusquement de lui. Ma robe est détruite. Les photos sont ruinées. Tout est ruiné. J'étais sur le point de répondre quand mes parents se sont frayés un chemin à travers les invités environnants. Au lieu de vérifier comment allait leur petite fille en pleurs, ils ont immédiatement flanqué Mélissa. « Qu'est-il arrivé à ta belle robe » s'est exclamée ma mère, examinant la tache tout en ignorant complètement le visage marqué d'Émilie. Mon père s'est tourné vers moi, son expression tonitruante. « Rachel, c'est exactement pourquoi tu n'aurais pas dû amener un enfant à un événement pour adultes. Certaines occasions ne conviennent pas aux enfants, surtout ceux à qui on n'a pas enseigné un comportement approprié. » La cruauté désinvolte de ces paroles, prononcées à la portée d'Émilie, a déclenché une vague de rage protectrice en moi. Un comportement approprié. Ma fille de 10 ans vient d'être agressée physiquement par sa tante. Et tu t'inquiètes pour une robe? Ne sois pas si dramatique,
a rétorqué ma mère d'un geste de sa main manucurée. C'était à peine une tape. Émilie surréagit manifestement, tout comme sa mère. Émilie s'est pressée contre mon côté, son petit corps tremblant toujours de sanglots silencieux. La marque rouge sur sa joue s'était assombrie, le contour des doigts étant indubitable. La fête de fiançailles de ta sœur est ruinée parce que ta fille maladroite n'a pas pu faire attention avec sa boisson, a poursuivi mon père, sa voix portant jusqu'à l'auditoire captivé qui nous entourait. C'est ce qui arrive quand les enfants sont élevés sans une discipline appropriée. Quelque chose de froid et de clarifiant m'a envahi à ces mots. Le modèle que j'avais accepté toute ma vie, le favoritisme, la critique, la manipulation émotionnelle, est soudainement apparu avec une clarté cristalline. Et maintenant, cela ne m'affectait pas seulement moi, cela menaçait d'endommager ma fille. Émilie a été heurtée par un autre invité, ai-je déclaré calmement. Elle s'est excusée immédiatement. Et en réponse, sa tante adulte l'a frappée physiquement avec une force suffisante pour la faire tomber par terre. Ce n'est pas une tape. C'est une agression sur une mineure. Les parents de James s'étaient joints à notre cercle maintenant, le visage de sa mère pincé de dégoût. Peut-être qu'il serait préférable que vous emmeniez votre fille à la maison, a-t-elle suggéré avec une fausse inquiétude. Elle semble bouleversée, et nous ne voudrions pas perturber davantage la célébration spéciale de Melissa et James. Oui, Rachel, a ajouté Melissa, toujours entièrement concentrée sur sa robe tachée. Prends ton sale gosse et va-t'en. Tu as fait assez de dégâts pour une journée. Des dégâts, ai-je répété avec incrédulité. Émilie a accidentellement renversé du punch. Tu as délibérément frappé un enfant. 2 agents de sécurité sont approchés de notre groupe, clairement convoqués par quelqu'un d'inquiété par l'escalade de la situation. Y a-t-il un problème ici, a demandé le plus grand, son regard se promenant entre ma sœur furieuse et ma fille en larmes. Oui, a répondu Melissa avant que je puisse parler. Ma sœur et sa fille causent une scène et doivent partir. L'agent de sécurité s'est tourné vers moi, observant le visage rouge d'Émilie et sa détresse évidente. Son expression s'est légèrement adoucie. Madame, aimeriez-vous sortir un instant? J'ai reconnu l'opportunité qu'il offrait, une chance d'éloigner Émilie de cette situation toxique, de lui épargner un traumatisme supplémentaire. Mais quelque chose en moi s'est rebellé contre l'idée de m'éclipser pendant que ma famille continuait de rejeter et de justifier la violence contre mon enfant. Non, ai-je répondu fermement, sentant Émilie se redresser légèrement à mes côtés à mon ton. Nous n'allons pas partir, mais j'aimerais signaler une agression. Le mot agression est resté suspendu dans l'air comme un coup de tonnerre. Plusieurs invités à proximité qui avaient fait semblant de ne pas écouter ont cessé de maintenir le simulacre, se tournant complètement vers le drame familial. Le visage de Melissa est devenu rouge foncé, contrastant avec la tache de punch sur sa robe. Une agression, a-t-elle balbutié. Es-tu folle? C'était une gifle. Elle a ruiné ma robe. L'attitude de l'agent de sécurité a changé, devenant plus alerte. Madame, est-ce que quelqu'un a frappé l'enfant, m'a-t-il demandé directement. Oui, ai-je confirmé, mes bras toujours protecteurs autour des épaules d'Émilie. Ma sœur a giflé ma fille au visage avec une force suffisante pour la faire tomber par terre, comme vous pouvez le voir d'après la marque sur sa joue. C'est ridicule, a interrompu ma mère. La discipline familiale n'est pas une agression. Rachel a toujours été prompte à exagérer. Un souvenir a traversé mon esprit, avoir moi-même 10 ans, cassant accidentellement une des assiettes décoratives de ma mère en faisant la poussière. La conférence subséquente sur la responsabilité et la déception avait duré des jours. Mais quand Melissa a cassé un vase l'année suivante, faisant une crise de colère, cela a été rapidement écarté comme juste un accident. La discipline familiale, ai-je fait écho, ma voix stable malgré le tremblement de mes mains. Émilie est ma fille, pas celle de Melissa. Personne n'a le droit de la frapper, qu'elle soit de la famille ou non. Tu as toujours été jalouse de ta sœur, a accusé mon père, sa voix baissant à un murmure rauque alors qu'il prenait conscience de l'auditoire. Même lors de sa journée spéciale, tu as dû trouver un moyen de faire en sorte qu'il s'agisse de toi. Je ne suis pas celle qui a créé une scène en giflant un enfant, ai-je rétorqué. L'agent de sécurité s'est éclairci la gorge. Peut-être devrions-nous continuer cette conversation dans une pièce privée. Il n'y a rien à discuter, a déclaré Melissa. Rachel et sa fille doivent partir maintenant. James a finalement trouvé sa voix, s'avançant avec une expression mal à l'aise. Melissa, peut-être devrions-nous tous prendre un moment pour nous calmer. Ne t'y mais pas toi aussi?
Mélissa s'est retournée vers lui. C'est censé être notre journée. Ma sœur amène son enfant indiscipliné qui ruine ma robe de créateur, et d'une manière ou d'une autre, je suis la méchante. Elle a frappé un enfant, James, ai-je dit calmement. Est-ce le genre de personne que tu veux épouser? Le père de James s'est avancé, sa présence imposante étant destinée à intimider. Jeune femme, je vous suggère de reconsidérer vos accusations. La famille Sullivan a une influence significative dans cette communauté. Faire de fausses déclarations pourrait avoir de sérieuses conséquences pour votre carrière d'enseignante. La menace à peine voilée n'a fait que renforcer ma détermination. J'avais passé des années à m'accommoder du comportement toxique de ma famille, à trouver des excuses, à accepter leur traitement. Mais les voyant maintenant se serrer les coudes pour justifier la violence contre mon enfant, quelque chose de fondamental s'est déplacé en moi. Me menacez-vous pour avoir protégé ma fille, ai-je demandé, assez fort pour que les invités à proximité entendent. Personne ne menace personne, a interrompu la mère de James avec douceur. Nous suggérons simplement que cet incident malheureux a été monté en épingle. Les enfants renversent des choses, les adultes sont frustrés. Ne faisons pas une montagne d'une taupinière. Emily, qui était restée silencieuse depuis la gifle, a soudainement pris la parole. Elle m'a fait mal. Sa petite voix portait une force surprenante. J'ai dit que j'étais désolé pour la robe, mais elle m'a frappé très fort. Mon cœur s'est gonflé de fierté devant son courage, même s'il s'est brisé au tremblement de sa voix. La vérité sort de la bouche des enfants, a commenté une femme âgée qui se tenait à proximité, lançant un regard désapprobateur à mes parents. Soit vous et votre sale gosse partez maintenant, a sifflé Mélissa, se penchant suffisamment près pour que je puisse sentir son parfum cher, soit je ferai en sorte que vous le regrettiez. Savez-vous combien de membres du conseil scolaire sont amis avec la famille de James? La menace implicite à ma carrière, à mes moyens de subsistance, à la façon même dont je subvenais aux besoins de ma fille a été la goutte d'eau. Si toi, ou quelqu'un dans cette famille, touche à nouveau ma fille, ai-je répondu avec un calme mortel, les conséquences s'étendront bien au-delà d'une fête gâchée. Ce n'est pas une menace, Mélissa. C'est une promesse. Ce n'était qu'une gifle, a insisté ma mère, sa voix montant de frustration. Arrête d'être si dramatique, Rachel. Tu nous embarrasses devant tout le monde. Vous embarrassez? J'ai ri sans humour. Votre fille adulte a agressé un enfant devant 200 témoins, et vous vous inquiétez de l'embarras. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rapidement pris plusieurs photos du visage d'Emily, l'empreinte de la main étant maintenant clairement visible. Ensuite, j'ai pris une photo de la robe tachée de Mélissa. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Mélissa. Je documente la taupinière qui justifie prétendument la maltraitance des enfants, ai-je répondu calmement. De la maltraitance? Maintenant, tu deviens ridicule, a tonné mon père. Les enfants ont besoin de discipline. La discipline, c'est enseigner, pas frapper, les jeux corrigés. Mais alors, tu as toujours confondu les deux. James semblait de plus en plus mal à l'aise, se penchant d'un pied sur l'autre. Peut-être devrions-nous tous faire une pause. Prendre l'air. Il n'y a pas besoin d'une pause, a rétorqué Mélissa. Il y a besoin que ma sœur prenne sa fille dramatique et quitte ma fête de fiançailles avant qu'elle ne cause plus de dégâts. Puis elle a fait sa fatale erreur. Se penchant au niveau d'Emily, Mélissa a parlé avec une douceur venimeuse. Tu es juste dramatique comme ta mère, n'est-ce pas? Tu pleures pour rien parce que tu veux de l'attention. C'est probablement pour ça que ton papa est parti. Il en avait marre du drame constant. Emily a reculé comme si elle avait été frappée à nouveau, ses yeux grands ouverts avec une douleur nouvelle. À ce moment-là, en voyant le chagrin de ma fille sous le poids d'une telle cruauté calculée, quelque chose en moi s'est durci en une clarté tranchante comme un diamant. J'avais enduré des décennies de maltraitance émotionnelle de ma famille. J'avais accepté leurs critiques, leurs comparaisons, leur amour conditionnel, mais je ne pouvais pas, ne voulais pas, leur permettre d'infliger les mêmes dommages à ma fille. Avec un calme parfait, j'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai ressorti mon téléphone. « Qu'est-ce que tu fais maintenant » a demandé Mélissa alors que je déverrouillais l'écran de mon téléphone. Sans lui répondre, j'ai composé le 911 et j'ai mis l'appel sur haut-parleur. 911, quelle est votre urgence? La voix professionnelle du répartiteur a porté clairement dans le cercle soudainement silencieux autour de nous. J'ai besoin de signaler une agression sur une mineure, ai-je déclaré clairement, en maintenant un contact visuel avec ma sœur.
Ma fille de 10 ans a été giflée au visage par sa tante avec une force suffisante pour la faire tomber par terre. Nous sommes au Pin Hills Country Club sur Lakeview Drive. L'enfant est-elle blessée, a demandé le répartiteur. Elle a une empreinte de main visible sur son visage et peut avoir des ecchymoses. Êtes-vous en danger immédiat? La personne qui l'a agressée est-elle toujours présente? Oui, elle est toujours là. Nous sommes actuellement entourés de membres de la famille qui font pression sur nous pour que nous partions et oublions que l'incident s'est produit. Ma mère s'est jetée sur le téléphone, mais j'ai reculé, le gardant hors de sa portée. Rachel, raccroche immédiatement ce téléphone, a-t-elle sifflé. Tu détruis cette famille pour rien. Des policiers sont envoyés sur les lieux, a poursuivi le répartiteur. Veuillez rester en ligne jusqu'à leur arrivée. Le visage de Melissa s'était vidé de toute couleur, à l'exception de 2 points brillants de rage sur ses joues. Tu as appelé la police à ma fête de fiançailles. Les actions ont des conséquences, ai-je répondu simplement. Mon père s'est avancé, baissant la voix à un murmure menaçant. Si tu ne mets pas fin à cet appel tout de suite, tu ne fais plus partie de cette famille. Tu me comprends? Tu seras complètement coupé. Pour la première fois de ma vie, sa menace n'avait aucun pouvoir. J'ai fait mon choix au moment où Melissa a frappé Emily. Emily, toujours pressée contre mon côté, m'a regardé avec un mélange de crainte et d'appréhension. Maman, ça va. Nous pouvons rentrer à la maison si tu veux. Je me suis agenouillé à son niveau momentanément, me détournant de ma famille enragée. Non, ma chérie, ça ne va pas. Ce que tante Melissa a fait était mal, et ce que mamie et papy font maintenant est mal aussi. Parfois, nous devons défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Elle a hoché la tête solennellement, puis a chuchoté, « Je suis fière de toi, maman. » Ces mots m'ont rempli de la certitude que je faisais le bon choix, aussi difficile soit-il. Rachel, sois raisonnable. James a finalement pris la parole, son ton conciliant. Je suis sûr que nous pouvons résoudre cela sans impliquer les autorités. Et si? Il a baissé la voix. Et si nous pouvions aider au fonds d'études d'Emily? Une contribution généreuse pour laisser cet incident malheureux derrière nous. Je l'ai regardé avec incrédulité. Essayez-vous de me soudoyer pour que j'ignore l'agression de mon enfant? Il a pâli, se rendant soudain compte de l'apparence de son offre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais juste. Tu vas le regretter, Rachel, a interrompu Melissa, sa voix tremblant de fureur. Quand tu chercheras un nouvel emploi parce qu'aucune école de ce district ne voudra t'embaucher, quand tu auras encore plus de mal que tu n'en as déjà, tu souhaiteras avoir juste pris ton sale gosse et être parti quand tu en avais la chance. Plusieurs invités avaient commencé à se diriger vers la sortie, manifestement mal à l'aise. D'autres s'attardaient, certains enregistrant ouvertement avec leur téléphone. J'ai réalisé avec une satisfaction sinistre que le comportement de Melissa serait documenté quoi qu'il arrive ensuite. À travers la foule, j'ai remarqué un visage familier, Catherine Foster, la tante de James, qui avait été gentille avec Emily plus tôt. Contrairement aux autres, elle regardait la scène avec une intensité particulière, ses yeux se promenant entre le visage marqué d'Emily et l'expression furieuse de Melissa. Quand nos yeux se sont rencontrés, elle m'a fait un petit signe d'approbation. La police est en route, madame, nous a rappelé la voix du répartiteur au téléphone. Vous et l'enfant êtes-vous en sécurité? Nous sommes entourés de témoins, ai-je confirmé. Nous ne sommes pas en danger immédiat. Moins de 10 minutes plus tard, 2 policiers en uniforme sont entrés dans la salle de bal, guidés par l'un des agents de sécurité. L'atmosphère festive s'était complètement dissipée, remplacée par des groupes tendus d'invités discutant du drame à voix basse. Mes parents et Melissa s'étaient légèrement éloignés de nous, blottis avec James et ses parents dans une conversation intense. La première policière, une femme dans la quarantaine avec une plaque signalétique portant la mention Agent Lopez, s'est approchée directement de nous. « Madame, je comprends que vous avez signalé une agression sur une mineure. » « Oui, ai-je confirmé. Ma fille, Emily, a été giflée par ma sœur après avoir accidentellement renversé une boisson. » L'agent Lopez s'est agenouillé au niveau d'Emily, sa voix s'adoucissant. « Bonjour, Emily. Je m'appelle Agent Lopez. Serait-ce possible que je jette un coup d'œil à ton visage? » Emily a hoché la tête, tournant sa joue pour montrer l'empreinte de main encore visible. L'agente l'a examinée sans la toucher, puis a sorti son téléphone. « Serait-ce possible que je prenne une photo de ça? Cela nous aidera à documenter ce qui s'est passé. »
Après avoir reçu la permission, elle a photographié le visage d'Emily sous plusieurs angles, puis s'est levée pour s'adresser à nouveau à moi. Pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé? J'ai raconté l'incident en détail pendant que le deuxième policier prenait des notes. Pendant que je parlais, l'agent Lopez jetait occasionnellement un coup d'œil vers l'endroit où ma famille se tenait à regarder, leurs expressions allant de la fureur, Melissa, à la panique contrôlée, les parents de James, à l'inconfort, mes propres parents. Il y a de multiples témoins, ai-je conclu, et plusieurs personnes enregistraient des vidéos après que cela se soit produit. Les enregistrements seraient très utiles, a confirmé l'agent Lopez. Savez-vous qui pourrait avoir des images? Une voix s'est fait entendre derrière nous. Moi. Catherine Foster s'est avancée, son téléphone à la main. J'ai commencé à enregistrer quand j'ai vu la confrontation s'intensifier. J'ai capturé les conséquences et toutes les menaces proférées contre Rachel et sa fille. Des menaces, a demandé sèchement le deuxième policier. Des menaces contre son emploi. Des suggestions que la famille la couperait. Des implications que les relations de la famille Sullivan créeraient des problèmes pour elle, a précisé Catherine. Je serais heureuse de vous fournir mes coordonnées et de vous envoyer la vidéo. Pendant que les policiers recueillaient les informations de Catherine, j'ai vu Melissa et mes parents engagés dans des murmures animés. James avait l'air de plus en plus mal à l'aise, passant sa main dans ses cheveux à plusieurs reprises pendant que ses parents lui parlaient avec urgence. Quand les policiers se sont approchés du groupe de ma sœur, la transformation a été immédiate. La rage de Melissa s'est métamorphosée en une détresse larmoyante. « Officier, il y a eu un terrible malentendu, commença-t-elle, sa voix se brisant dramatiquement. C'était juste une réaction réflexe au fait que ma robe coûteuse ait été ruinée. Je ne ferai jamais intentionnellement de mal à ma nièce. Indépendamment de l'intention, vous avez frappé un enfant, déclara l'officier Lopez froidement, selon plusieurs témoins, avec une force suffisante pour la faire tomber. C'était à peine une tape, insista ma mère. Les enfants de nos jours sont si sensibles. À notre époque, une petite discipline était normale. Madame, frapper un enfant assez fort pour laisser une marque visible n'est pas de la discipline. C'est une agression, répondit l'officier. Et si j'ai bien compris, l'enfant n'est même pas votre fille pour la discipliner. Mon père tenta une approche différente. Officier, nous pouvons sûrement régler cela en famille. Ma fille aînée a tendance à réagir de manière excessive. Il n'est pas nécessaire que cela aille plus loin. Monsieur, lorsque nous recevons un signalement d'agression sur un mineur, nous sommes obligés de mener une enquête complète, expliqua l'officier Lopez patiemment. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons simplement ignorer. Alors que les policiers continuaient d'interroger ma sœur, j'ai remarqué que James s'était éloigné du groupe et observait le déroulement des événements avec une expression illisible. Quand il a surpris mon regard, il s'est approché lentement. Je n'ai jamais vu Melissa agir comme ça auparavant, dit-il doucement. Je savais qu'elle pouvait être maniaque sur certaines choses, mais ça. Ce n'est pas un comportement nouveau, James, lui dis-je honnêtement. C'est juste la première fois que tu la vois s'en prendre à quelqu'un d'assez vulnérable pour que tu ne puisses pas l'ignorer. Il absorba cela en silence, puis dit, je suis désolé pour ce qui est arrivé à Emily. Cela n'aurait jamais dû arriver, quelles que soient les circonstances. Avant que je puisse répondre, l'officier Lopez revint vers nous. Madame, nous avons parlé à plusieurs témoins et visionné des preuves vidéo. Sur la base de notre enquête, nous émettons une citation à l'encontre de Melissa Foster pour simple agression sur un mineur. Il s'agit d'un délit mineur qui peut entraîner des sanctions, y compris des amendes et une peine de prison potentielle, bien que les premières infractions se traduisent généralement par une mise à l'épreuve. Vous devrez comparaître devant le tribunal à la date indiquée sur cette carte. Elle me tendit une carte de visite avec les informations sur l'affaire. Vous pouvez également souhaiter demander une ordonnance restrictive temporaire pour empêcher tout contact supplémentaire entre votre fille et votre sœur jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Une ordonnance restrictive. La voix de ma mère s'éleva, incrédule, derrière nous. C'est absurde. Nous sommes une famille. Les membres de la famille sont statistiquement les auteurs les plus courants de maltraitance infantile, madame, répondit l'officier Lopez d'un ton égal. La loi ne fait pas d'exception basée sur la relation. Alors que la réalité de la situation s'imprégnait, les invités restants commencèrent à se disperser rapidement, murmurant des excuses alors qu'ils se dirigeaient vers les sorties. Les parents de James étaient engagés dans une conversation intense avec l'organisateur de l'événement, essayant probablement de contrôler les dégâts sur leur statut social.
Tu as tout gâché, cracha Mélissa alors qu'un officier lui tendait la citation. J'espère que tu es satisfaite. Non, Mélissa, répondis-je calmement. Je ne suis pas satisfaite. J'ai le cœur brisé que ma sœur ait blessé mon enfant et que nos parents défendent ce comportement. Mais je suis en paix avec ma décision de protéger Émilie, même si cela me coûte ma relation avec vous tous. Alors que nous nous préparions à partir avec une escorte policière, Émilie leva les yeux vers moi. Maman, est-ce que grand-maman et grand-papa vont nous détester maintenant? J'ai envisagé d'édulcorer la vérité, mais j'ai décidé que ma fille méritait l'honnêteté. Ils sont très en colère en ce moment, ma chérie. Mais nous avons fait ce qu'il fallait. Parfois, il est difficile de tenir tête aux brutes, surtout quand ces brutes sont des personnes que nous aimons. Comme tu as tenu tête à tante Mélissa, demanda-t-elle. Oui, acquiesçai-je. Et toi aussi, tu es si courageuse, en disant la vérité même si c'était effrayant. Alors que nous marchions vers notre voiture, Émilie me serra la main. Maman, dit-elle pensivement, parfois, la famille peut être la pire des brutes, n'est-ce pas? En regardant son jeune visage sage, j'ai ressenti un élan de détermination pour qu'elle ne se sente plus jamais comme si sa valeur était conditionnelle à l'approbation de quelqu'un d'autre. Pas même la famille. Oui, ils peuvent acquiescer-je. Mais nous n'avons pas à accepter d'être intimidés. Par personne. Le trajet de retour s'est fait en silence, nous deux digérant l'énormité de ce qui s'était passé. À mi-chemin, Émilie rompit le silence. Je suis désolée pour la robe de tante Mélissa, dit-elle d'une petite voix. C'était un accident, Émilie, lui rappelai-je doucement. Les accidents arrivent. Rien de ce qu'elle a fait ne justifiait sa réaction. Je sais, acquiesça-t-elle. Mais je suis toujours désolé que ce soit arrivé. Sa capacité d'empathie, même envers quelqu'un qui l'avait blessé, me remplissait de fierté. Quoi qu'il arrive ensuite avec ma famille, je savais avec une certitude absolue qu'Émilie et moi irions bien. Les jours qui ont suivi l'incident de la fête de fiançailles se sont déroulés comme des scènes d'un film dans lequel je n'avais jamais voulu jouer. Le dimanche matin, quelqu'un avait publié en ligne une vidéo des suites de la gifle, capturant la fureur de Mélissa, le rejet de la douleur d'Émilie par mes parents et l'arrivée des policiers. L'extrait est devenu viral localement puis régionalement, avec des commentaires massivement favorables à ma décision de signaler l'agression. Mon téléphone a commencé à sonner sans cesse, des numéros inconnus, des médias locaux cherchant des commentaires, des parents éloignés exprimant soit leur soutien, soit leur indignation, et même quelques parents de mon école s'enquérant du bien-être d'Émilie. Je n'ai répondu qu'aux appels de contact connus et j'ai gardé Émilie à la maison lundi pour lui donner le temps de digérer. Mardi matin, nous avons appris que Mélissa avait été mise en congé administratif de son entreprise de marketing en attendant une enquête. Apparemment, la marque familiale de l'entreprise ne pouvait pas risquer d'être associée à des vidéos virales de leurs dirigeants frappant un enfant. Ta sœur est anéantie par ça, m'a informé le message vocal de ma mère. Sa carrière pourrait être ruinée parce que tu n'as pas pu gérer une affaire de famille en privé. J'espère que tu es satisfaite de toi-même. J'ai supprimé le message sans rappeler, me concentrant plutôt sur Émilie. Nous avions consulté un thérapeute pour enfants lundi après-midi, une femme douce nommée Dr Karen Bennett, spécialisée dans les traumatismes infantiles. Émilie avait été calme mais coopérative. Les enfants sont remarquablement résistants, m'avait assuré le docteur Bennett après coup. Ce qui compte le plus, c'est qu'Émilie vous voit la défendre, valider ses sentiments et s'assurer qu'il y a des conséquences pour les comportements néfastes, même lorsque ce comportement vient de membres de la famille. Mercredi, je suis retourné dans ma salle de classe, préparé à des questions embarrassantes, mais trouvant plutôt un soutien inattendu. La directrice, Dr Nathalie Washington, m'a appelé dans son bureau dès la première heure. Rachel, je veux que vous sachiez que le district scolaire vous soutient pleinement, a-t-elle déclaré fermement. Nous avons reçu quelques appels de personnes prétendant être préoccupées par votre jugement, mais nous reconnaissons les tentatives d'intimidation quand nous les voyons. Votre dossier personnel a été temporairement limité à l'accès administratif uniquement, juste par précaution. Ces mots ont confirmé ma suspicion que la famille de James avait déjà commencé à faire jouer ses relations, mais son soutien a enlevé un poids énorme de mes épaules. Merci, ai-je réussi à dire, retenant mes larmes de soulagement. J'étais inquiète. Ne le soyez pas, dit fermement le docteur Washington. Vos antécédents d'enseignement sont exemplaires, et vous avez fait exactement ce que nous formons notre personnel à faire, signaler les suspicions de maltraitance infantile, même quand cela vient de membres de la famille. Émilie est retournée à l'école jeudi, nerveuse, mais déterminée.
son enseignante, Madame Garcia, m'a contacté à midi pour me faire savoir que tout se passait bien. Certains enfants ont posé des questions sur l'ecchymose qui s'estompe sur sa joue, mais Émilie a géré ça magnifiquement. Elle a juste dit qu'il y avait un problème familial que sa maman a aidé à résoudre, puis a changé de sujet. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email inattendu de Catherine Foster, la tante de James, qui avait fourni des preuves vidéo à la police. Rachel, je voulais prendre de vos nouvelles et de celles d'Émilie. Ce qui s'est passé à la fête était inexcusable, et j'admire votre courage d'avoir défendu votre fille. Je dois mentionner que James a reporté le mariage indéfiniment. Il a dit à ses parents qu'il avait besoin de temps pour reconsidérer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. J'ai lu l'email 2 fois, ressentant un mélange complexe d'émotions. Bien que je ne prenne aucun plaisir aux problèmes relationnels de Melissa, je ne pouvais m'empêcher de penser que James voyait les vraies couleurs de ma sœur avant de prendre un engagement à vie. Vendredi après-midi a apporté un autre développement, une lettre recommandée de l'avocat de mes parents menaçant de contester l'ordonnance restrictive que j'avais déposée pour éloigner Melissa d'Émilie. La lettre comprenait des menaces à peine voilées concernant des affaires de famille étalées en public et la prise en compte des intérêts à long terme d'Émilie. J'ai transmis la lettre à l'avocat de l'aide juridique abordable que j'avais consulté, qui a répondu rapidement, c'est de l'intimidation, rien de plus. L'ordonnance restrictive temporaire a déjà été accordée. Compte tenu des preuves et des témoignages, le juge approuvera probablement l'ordonnance permanente lors de l'audience de la semaine prochaine. Tout au long de cette semaine tumultueuse, ma préoccupation est restée axée sur Émilie. Chaque soir, nous avons maintenu notre routine du coucher, en lisant ensemble, en parlant de notre journée et en partageant les choses pour lesquelles nous étions reconnaissantes. Malgré tout, Émilie mentionnait systématiquement qu'elle était reconnaissante d'avoir une maman qui me protège, des mots qui à la fois guérissaient et brisaient mon cœur. Le mardi suivant, nous avons comparu devant le tribunal de la famille pour l'audience sur l'ordonnance restrictive. J'avais préparé Émilie à voir ses grands-parents et peut-être Melissa, mais à notre arrivée, seuls mes parents étaient présents avec leur avocat. Melissa avait apparemment décidé de ne pas assister. L'absence du défendeur ne porte pas préjudice à cette procédure, a noté le juge, en examinant le dossier. Nous avons des preuves substantielles, y compris des documents photographiques des blessures subies par le mineur, des enregistrements vidéo des conséquences et de multiples témoignages. Mes parents étaient assis, rigides, dans leur tenue formelle, murmurant occasionnellement à leur avocat, mais ne regardant jamais directement Émilie ou moi. La procédure a été heureusement brève. Le juge a examiné les preuves, posé quelques questions de clarification, puis a accordé une ordonnance restrictive d'1 an, interdisant à Melissa de contacter Émilie en personne, par téléphone, via les réseaux sociaux ou par l'intermédiaire de tiers. Alors que nous quittions la salle d'audience, mon père s'est finalement approché de nous, son avocat planant anxieusement à proximité. « Rachel, ça suffit maintenant » commença-t-il, sa voix lente. « Le travail de ta sœur est en jeu. Ses fiançailles sont compromises. Es-tu heureuse maintenant ?» Je me suis positionné légèrement devant Émilie. « Papa, ce sont les conséquences des actions de Melissa, pas les miennes. Je ne suis heureuse de rien de tout ça. Je suis triste que ma sœur ait choisi de blesser ma fille, et j'ai le cœur brisé que toi et maman ayez choisi de défendre ce comportement au lieu de protéger votre petite fille. Tu as toujours été têtue, marmonna-t-il. Tout comme ta grand-mère. Je prendrai ça comme un compliment, répondis-je. Grand-maman Ruth s'est aussi battue pour ce qui était juste. Alors que nous nous éloignions, Émilie glissa sa main dans la mienne. Maman, est-ce que nous reparlerons un jour à grand-maman et grand-papa? Je ne sais pas, ma chérie, répondis-je. Honnêtement, ça dépend de s'ils peuvent comprendre que ce qui s'est passé était mal et apporter de vrais changements. Mais quoi qu'il arrive, toi et moi, nous allons bien aller. Les semaines qui ont suivi ont apporté des développements inattendus. Des dons anonymes au fond d'études d'Émilie sont apparus dans notre boîte aux lettres, allant de $20 à un chèque particulièrement généreux de $5000 avec une note simplement signée EKF. Je soupçonnais Catherine Foster, mais je n'avais aucun moyen de le confirmer. Des membres de la famille élargie à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont contacté avec des messages de soutien. Ma cousine Taylor a révélé qu'elle s'était éloignée des réunions de famille il y a des années après un traitement similaire de la part de mes parents et de Melissa. Ils m'ont toujours fait sentir que je n'étais pas assez bien, me confia-t-elle lors de notre déjeuner ensemble. Te voir leur tenir tête m'a donné le courage de renouer avec les membres de la famille qui m'apprécient vraiment. Le plus surprenant a été un email de James lui-même 6 semaines après l'incident. Rachel,
je voulais que tu l'apprennes directement de moi. Après mûre réflexion, j'ai mis fin à ma relation avec Mélissa. L'incident avec Émilie m'a forcé à reconnaître des schémas que j'avais ignorés. J'ai suggéré à Mélissa de suivre une thérapie pour traiter ses problèmes de colère, et je fais de même pour comprendre pourquoi j'ai toléré certains comportements pendant si longtemps. Sache que je ne souhaite que le meilleur pour toi et Émilie. J'ai montré l'email à ma thérapeute. J'avais commencé mes propres séances de conseil, reconnaissant que la dynamique de ma famille m'avait affecté d'une manière que je commençais seulement à comprendre. C'est un développement positif, a-t-elle observé, pas parce que votre sœur a perdu sa relation, mais parce que cela suggère qu'il pourrait y avoir une responsabilisation et une croissance en cours. Les gens ne changent pas à moins d'avoir une raison de réfléchir à leur comportement. 2 mois après l'incident, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais j'ai décidé de lui donner une chance. Rachel, commença-t-elle maladroitement, ton père et moi avons discuté de certaines choses. Nous avons parlé avec le pasteur Michael à l'église de la réconciliation familiale. Je suis restée silencieuse, attendant. Nous ne disons pas que nous avons tout géré parfaitement, continua-t-elle, l'aveu étant clairement difficile pour elle. Mais sûrement, maintenant qu'un certain temps s'est écoulé, nous pouvons laisser ça derrière nous. Émilie nous manque. Maman, laisser ça derrière nous sans aborder ce qui s'est passé n'est pas de la réconciliation. C'est balayer la maltraitance sous le tapis, répondis-je prudemment. Émilie travaille avec une thérapeute pour digérer ce qui s'est passé. Si toi et papa êtes sérieux au sujet de la reconstruction d'une relation avec nous, je vous suggère de parler à sa thérapeute de la manière de procéder de manière appropriée. Thérapie, souffla ma mère. Est-ce vraiment nécessaire? À notre époque. Oui, c'est nécessaire, interrompis-je fermement. Et ce n'est pas négociable si vous voulez faire partie de la vie d'Émilie à nouveau. La ligne est restée silencieuse si longtemps. J'ai pensé qu'elle avait peut-être raccroché. Finalement, elle dit, j'en discuterai avec ton père. Ce n'était pas une promesse de changement, mais c'était la première conversation avec ma mère depuis des années qui ne s'était pas terminée en me faisant sentir diminué. Petit progrès, mais progrès néanmoins. La lettre la plus inattendue est arrivée exactement 3 mois après la fête de fiançailles. J'ai reconnu l'écriture de Mélissa sur l'enveloppe immédiatement, mais je l'ai ouverte avec prudence. Rachel avait-elle écrit de son écriture précise, « Je suis une thérapie de gestion de la colère dans le cadre de mon accord avec le procureur pour réduire les charges. » J'ai commencé à y aller juste pour satisfaire les exigences légales, mais cela m'a forcé à affronter des vérités inconfortables sur moi-même et la dynamique de notre famille. Je vous écris pour reconnaître que mon comportement envers Émilie était inexcusable. Aucun enfant ne mérite d'être frappé quelles que soient les circonstances. Je ne demande pas pardon ni que l'ordonnance restrictive soit levée. Je voulais simplement que vous sachiez que je travaille à devenir quelqu'un qui ne réagirait plus jamais avec violence. Mélissa, la lettre ne contenait aucune excuse, aucune tentative de partage de la responsabilité et aucune demande de réconciliation, juste une responsabilisation. Je l'ai montré à ma thérapeute lors de notre prochaine séance. Cela semble être un pas sincère vers l'acceptation de la responsabilité, a-t-elle noté. Que cela conduise ou non à une réconciliation est une question distincte, une question à laquelle vous n'avez pas besoin de répondre maintenant ou peut-être jamais. Alors que l'été arrivait, Émilie et moi avons établi de nouvelles traditions et connexions. Nous avons rejoint un jardin communautaire où Émilie a découvert un talent pour nourrir les plantes. Je me suis lié d'amitié avec plusieurs autres parents célibataires par le biais d'un groupe de soutien, des personnes qui comprenaient les défis et les joies d'élever des enfants seuls. À l'école, j'ai reçu une promotion inattendue au poste d'enseignante principale pour mon niveau, le Dr Washington citant spécifiquement mon engagement démontré envers le bien-être et la sécurité des enfants comme facteur de qualification. Le message implicite était clair, malgré les pressions que la famille de James aurait pu exercer, le district scolaire me soutenait fermement. Un soir de juillet, alors qu'Émilie et moi rentrions à pied de la piscine municipale, elle demanda pensivement, « Maman, es-tu toujours triste à propos de grand-maman et grand-papa ?» J'ai examiné attentivement la question. Je suis triste de la relation que nous n'avons pas et de la relation que tu n'as pas avec eux, mais je ne suis pas triste des décisions que j'ai prises pour te garder en sécurité. Elle acquiesça, digérant cela. Je pense que la lettre de Mélissa était courageuse, observa-t-elle. Ma thérapeute dit qu'admettre qu'on a tort est parfois vraiment difficile pour les adultes. Je lui souris, admirant sa perspicacité. Ta thérapeute est très sage. Penses-tu que nous serons un jour une famille normale à nouveau, demanda-t-elle. Je pense, répondis-je lentement,
que nous sommes déjà une famille normale. Juste toi et moi. Et peut-être qu'un jour notre cercle familial grandira à nouveau, mais seulement avec des personnes qui nous traitent avec respect et gentillesse. Émilie réfléchit à cela, puis sourit. J'aime notre famille telle qu'elle est maintenant. Alors que nous tournions au coin de notre immeuble, je réalisais que malgré le parcours douloureux des derniers mois, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le poids constant de rechercher l'approbation de personnes qui ne la donneraient jamais vraiment avait été remplacé par la simple certitude qu'Émilie et moi étions suffisantes, telles que nous étions. 6 mois après l'incident de la fête de fiançailles, Émilie et moi nous sommes installés dans une nouvelle normalité qui semblait plus saine que la dynamique familiale que j'avais acceptée pendant la majeure partie de ma vie. Notre petit appartement est resté notre sanctuaire, mais il ne ressemblait plus à un endroit que nous devions défendre contre les critiques. Au lieu de cela, il est devenu un lieu de rassemblement pour de nouveaux amis qui nous appréciaient exactement comme nous étions. Le rétablissement d'Émilie après le traumatisme a progressé régulièrement sous la douce direction du docteur Bennett. La marque physique de la gifle de Mélissa s'était estompée en quelques jours, mais l'impact émotionnel a nécessité plus de temps pour guérir. Grâce à la thérapie par le jeu et à l'expression artistique, Émilie a traité ses sentiments à propos de ce jour et du bouleversement familial qui a suivi. Elle se porte remarquablement bien, m'assura le docteur Bennett lors d'une de nos consultations de parents. Les enfants sont incroyablement résilients lorsqu'ils ont un attachement sur au moins un adulte bienveillant qui fait systématiquement passer leur bien-être en premier. Émilie sait sans aucun doute que vous la protégerez, et cette sécurité est un médicament puissant. Mon propre parcours thérapeutique s'est avéré plus difficile. Des décennies de dynamique familiale ne se démêlent pas facilement, et j'ai lutté contre la culpabilité persistante d'avoir brisé la famille malgré le fait de savoir que j'avais fait le bon choix. Vous n'avez pas brisé votre famille, me rappelait régulièrement ma thérapeute. Vous avez établi une limite contre un comportement néfaste. D'autres ont choisi de ne pas respecter cette limite. Il y a une différence significative. Progressivement, j'ai appris à reconnaître et à remettre en question les schémas de pensée inculqués par des années de manipulation émotionnelle subtile. J'ai cessé de m'excuser de prendre de la place, d'avoir des besoins, de protéger mon enfant. J'ai commencé à faire confiance à mon propre jugement sans rechercher de validation extérieure. Les conséquences juridiques des actions de Mélissa se sont finalement résolues avec son acceptation d'une entente de plaidoyer, 6 mois de probation, l'achèvement d'un programme de gestion de la colère et des heures de service communautaire dans un centre de défense des enfants. L'ironie de la mission ne m'a pas échappé, mais j'espérais que l'expérience pourrait favoriser une croissance authentique. Le cheminement de mes parents vers la réconciliation a progressé par à-coups. Après avoir initialement refusé, ils ont finalement accepté de rencontrer la thérapeute d'Émilie pour discuter des limites appropriées pour reconstruire une relation avec leur petite fille. La première séance était tendue, mon père étant particulièrement réticent à qualifier le comportement de Mélissa d'abusif. À mon époque, la discipline était attendue, insista-t-il. Les enfants avaient des conséquences pour leurs actions. Monsieur Williams, répondit calmement le docteur Bennett, il y a une distinction importante entre la discipline, qui enseigne, et la punition, qui blesse simplement. Ce qui est arrivé à Émilie n'était pas de la discipline, quelle que soit la définition. C'était un adulte qui perdait le contrôle et blessait physiquement un enfant qui s'était déjà excusé pour un accident. Ma mère acquiesça étonnamment légèrement à cela. Plus tard, elle confia que leur pasteur les avait aidés à comprendre la différence entre l'éducation parentale à l'ancienne et le comportement qui franchissait la limite de l'abus. Les progrès sont venus lentement. Nous avons établi des visites strictement supervisées, de brèves rencontres dans des lieux publics comme des parcs ou des restaurants, toujours en ma présence. Mes parents étaient clairement mal à l'aise avec les contraintes, mais se conformaient aux limites que j'avais fixées. Pour l'anniversaire d'Émilie, ils lui ont offert une carte faite à la main avec une note sincère qui ne contenait aucune excuse, mais exprimait simplement l'amour et le désir d'être de meilleurs grands-parents. Mélissa et moi avons maintenu une distance, respectant l'ordonnance restrictive qui resterait en vigueur pendant une année complète. Par l'intermédiaire de nos parents, j'ai appris qu'elle avait effectivement terminé son programme de gestion de la colère et qu'elle avait continué avec une thérapie privée par la suite. Elle avait trouvé un nouvel emploi dans une plus petite entreprise, avait accepté le revers professionnel et semblait réfléchir sincèrement à ses schémas de comportement. Dans un développement inattendu, Catherine Foster, la tante de James, qui nous avait soutenus à la fête de fiançailles, est devenue une mentor et une amie. Juge retraitée du tribunal de la famille, elle a fourni à la fois des conseils juridiques et un soutien personnel alors que nous naviguions dans les conséquences.
J'ai vu mon neveu faillir épouser une dynamique familiale qui ressemblait à mon propre premier mariage, me confia-t-elle autour d'un café un après-midi. Te voir te lever pour protéger Emily m'a donné l'espoir que les cycles peuvent être brisés. James lui-même a déménagé dans un autre état pour une opportunité d'emploi, mais a envoyé un email gentil pour prendre des nouvelles du bien-être d'Emily avant de partir. Votre courage ce jour-là m'a aidé à trouver le mien, a-t-il écrit. Je serai toujours reconnaissant pour ce signal d'alarme, aussi douloureux soit-il. À l'école, Emily s'est épanouie. Son enseignante a signalé qu'elle était devenue plus affirmée de manière positive, défendant les camarades de classe qui étaient taquinés, se portant volontaire pour des rôles de leadership et parlant avec confiance lors de présentations. L'enfant timide qui s'était autrefois inquiété d'embarrasser les adultes avait été remplacé par une fille qui comprenait sa propre valeur. Ma vie professionnelle a également prospéré. La promotion au poste d'enseignante principale a apporté de nouvelles responsabilités et opportunités qui ont mis à l'épreuve mes capacités. Au lieu de reculer devant les défis comme je l'aurais peut-être fait auparavant, je m'y suis penché, découvrant des forces que je n'avais pas reconnues en moi-même. Des mois après le début de l'année scolaire, Emily est rentrée à la maison excitée par un projet de classe sur les héros du quotidien. « Maman, j'écris sur toi », annonça-t-elle en défaisant son sac à dos. Madame Garcia a dit que nous devions choisir quelqu'un qui fait preuve de courage dans la vie de tous les jours, pas comme les super-héros avec des pouvoirs spéciaux. « C'est très gentil, ma chérie, répondis-je, touché mais légèrement mal à l'aise avec les projecteurs. Mais il y a beaucoup de héros sur lesquels tu pourrais écrire, des pompiers, des médecins, du personnel militaire. » Emily secoua la tête avec détermination. « Ce sont des emplois importants, mais je veux écrire sur la façon dont tu as tenu tête à tante Mélissa et à grand-maman et grand-papa quand ils étaient des brutes, même si c'était vraiment difficile parce que tu les aimes. » Son évaluation lucide de ce qui s'était passé et sa reconnaissance de la complexité de tenir tête à sa famille me laissèrent momentanément sans voix. L'essai qui en résulta, intitulé « Ma maman, mon héroïne », obtint un A+ et une recommandation spéciale de son enseignante. Plus important encore, il démontrait qu'Emily avait transformé l'événement traumatisant en un récit de protection et de courage plutôt que de victimisation. À l'occasion du 6e mois anniversaire de l'incident, Emily suggéra que nous créions une nouvelle tradition. « Faisons une fête du courage », proposa-t-elle, non pas pour nous souvenir des mauvaises parties, mais pour célébrer le fait de défendre ce qui est juste, même quand c'est effrayant. Nous avons marqué l'occasion avec un dîner spécial et de petits cadeaux symbolisant la bravoure, un marque-page en forme de lion pour Emily et un pendentif en forme de flèche pour moi. Alors que nous mangions du gâteau au chocolat en dessert, Emily demanda pensivement, « Penses-tu que tante Mélissa fera un jour partie de notre famille à nouveau ?» J'ai examiné attentivement la question. « Je ne sais pas, ma chérie. Cela dépendrait de beaucoup de choses, qu'elle continue de travailler sur sa colère, qu'elle comprenne vraiment pourquoi ce qu'elle a fait était mal, et surtout, ton confort et tes sentiments à ce sujet. Nous n'avons pas à en décider maintenant, ni peut-être jamais. » Elle acquiesça, acceptant l'honnête réponse. « Je pense que je serai d'accord pour la voir un jour, mais pas encore, et seulement si tu es là aussi. Il n'y a pas d'urgence, l'assurai-je. Et toute décision que nous prendrons concernera ce qui est sain pour nous, pas ce qui rend les autres à l'aise. » Alors que l'hiver laissait place au printemps, des liens provisoires avec des membres de la famille élargie ont commencé à se former. Ma cousine Taylor est devenue une visiteuse régulière, amenant ses enfants pour des rencontres de jeu avec Emily. La sœur de ma mère, qui s'était éloignée des réunions de famille il y a des années en raison du comportement autoritaire de mes parents, a pris contact après avoir entendu parler de l'incident. « J'ai toujours vu comment il te traitait différemment de Mélissa, confia-t-elle lors de sa visite. J'ai essayé de dire quelque chose une fois, mais ta mère ne m'a pas parlé pendant des mois après. J'aurais dû faire plus d'efforts, être plus présente pour toi. Tu es là maintenant, l'assurai-je, reconnaissant que la guérison pouvait s'étendre au-delà d'Emily et de moi. En avril, j'ai reçu une lettre formelle de la thérapeute de Mélissa demandant la permission de faciliter une conversation de justice réparatrice entre nous. La lettre soulignait que c'était l'idée de Mélissa, mais que je n'étais pas obligé d'y participer. Après en avoir discuté avec ma propre thérapeute et avec Emily, qui ne serait pas présente à une telle réunion, j'ai provisoirement accepté une conversation préliminaire. La réunion, qui s'est tenue sur un terrain neutre dans le bureau de la thérapeute, était maladroite mais productive. Mélissa semblait sincèrement changée, plus réfléchie, moins sur la défensive, prête à assumer l'entière responsabilité de ses actions sans qualification. J'ai examiné des schémas qui existaient bien avant la fête de fiançailles, admit-elle. La façon dont nos parents nous montaient l'une contre l'autre,
comment j'ai intériorisé le message que la perfection était la seule norme acceptable, comment j'ai appris à gérer l'anxiété en contrôlant tout et tout le monde autour de moi. Rien de tout cela n'excuse ce que j'ai fait à Emily, mais le comprendre m'aide à m'assurer que je ne réagis plus jamais de cette façon. Nous n'en sommes pas ressortis amis ni même des sœurs entièrement réconciliées, mais nous avons établi un cadre pour une éventuelle guérison future. L'ordonnance restrictive resterait en vigueur jusqu'à son expiration naturelle, tout contact avec Emily devant être déterminé ultérieurement, et seulement avec une préparation approfondie et un soutien professionnel. Alors que la date du premier anniversaire approchait, j'ai réfléchi à la profondeur avec laquelle nos vies avaient changé depuis ce jour fatidique. La famille que j'avais désespérément essayé de satisfaire n'avait plus de pouvoir sur mon estime de soi. La fille que j'avais toujours protégée marchait maintenant avec plus de confiance, assurée de savoir que ses limites seraient respectées. Et j'avais découvert une force que je n'avais jamais su posséder, le courage de tenir bon même en étant seul. Un soir, alors que je bordais Emily, elle posa une question qui me prit au dépourvu. « Maman, es-tu contente que le punch se soit renversé sur la robe de tante Mélissa ?» Je m'assis sur le bord de son lit, réfléchissant à la manière d'y répondre honnêtement. « Non, je ne suis pas contente que ce soit arrivé. J'aimerais que cette journée se soit déroulée différemment à bien des égards. Mais je suis reconnaissante pour ce que nous avons appris à travers cette expérience difficile. »« Que avons-nous appris ?» demanda-t-elle, sincèrement curieuse. « Nous avons appris que ta valeur n'est pas déterminée par l'approbation des autres, même de la famille. Nous avons appris que l'amour ne devrait jamais blesser ni diminuer. Nous avons appris que défendre ce qui est juste pourrait coûter des relations, mais gagner le respect de soi. Et surtout, nous avons appris que parfois la famille dans laquelle tu es né n'est pas aussi saine que la famille que tu choisis de construire. » Emily y réfléchit, puis acquiesça. « J'aime la famille que nous construisons. »« Moi aussi, ma chérie, » acquiesçai-je, embrassant son front. « Moi aussi. » Alors que j'éteignais sa lumière et fermais sa porte, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Le voyage n'avait pas été facile, et il n'était pas complètement terminé. La guérison suit rarement une ligne droite, et les relations endommagées par des années de schémas malsains ne se transforment pas du jour au lendemain. Mais peut-être pour la première fois de ma vie, je me sentais pleinement confiante dans mes choix, sûre de mes limites et pleine d'espoir quant à notre avenir, non pas malgré le fait d'avoir tenu tête à ma famille, mais grâce à cela. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est simplement de refuser d'accepter un traitement qui nous diminue, nous ou ceux que nous aimons. Parfois, l'amour signifie se lever, pas rester à l'écart. Et parfois, le lien familial le plus important n'est pas celui avec lequel on est né, mais celui que l'on protège de toutes ses forces.